Faut-il privilégier des commerces de juifs, des commerçants juifs ou pas? Prenons un exemple. Donc, je dois acheter des meubles, des mobiliers ou de la marchandise quelconque. Donc, j'ai deux possibilités. J'ai deux magasins, un à côté de l'autre. L'un qui vend à des prix supérieurs, mais il est juif. L'autre qui vend à des prix inférieurs, il a des réductions, il a des promotions, mais il est goy. Est-ce que la halakha me demande de privilégier le juif, même en payant un prix supérieur? Alors, c'est une question très intéressante qui trouve déjà sa source dans notre paracha, puisque dans le pasouk, Vechitim keru memkar la mitecha, quand vous allez vendre la marchandise la mitecha à ton prochain, et Rachid nous dit il y a une insistance ici sur amitecha, ton prochain. Donc c'est repris d'un Torah de Kohanim, du Sifri. Il dit la amitecha machor. Tu dois vendre à ton prochain. C'est-à-dire que si tu as deux possibilités, vendre à un ami, à un proche, un juif ou à un goy, tu dois privilégier le juif. Et pareil, si tu dois acheter d'un juif ou d'un goy, tu dois privilégier le juif. Alors, on ne nous parle pas, est-ce qu'il y a un écart de prix supérieur ou inférieur? En tout cas, il y a une idée générale ici de privilégier le juif. Cette idée n'apparaît nulle part, ni dans la Gemara, ni dans la Halakha, ni dans le Ramban, ni dans le Shulchan Aruch. Et malgré tout, a priori, ce principe ressort clairement de deux Gemarot, deux endroits, deux passages talmudiques, et comme on va voir par la suite, qui ont été repris par certains décisionnaires. Donc, le premier passage est très intéressant, c'est concernant le prêt. C'est qu'on a une mitzvah de prêter de l'argent à celui qui est dans le besoin, ou celui qui me demande un prêt. Donc c'est dans Vavitia Aïn Alef Hamoud Alef, c'est tranché dans le Shulchan Aruch Rosh Mishpat Siman Tzadik Zayin. Donc de la même manière qu'on a une mitzvah de tzedaka, on a aussi une mitzvah de prêter in kesef talve et ami et animar. En fait, il s'agit ici d'une mitzvah, d'une injonction d'Akadosh Baruch Hu, de prêter. Le Rambam dit que c'est même plus grand que la mitzvah de tzedaka, parce que tzedaka on attend que l'homme, que la personne, le pauvre, soit complètement effondré, alors que là on l'empêche de s'effondrer. Et l'Agma nous dit, est-ce qu'il y a une manière de privilégier, il y a une ordre, une chronologie, une hiérarchie. Elle m'a dit, ami venochi, ami kodem. Donc là, nous dit ici, par exemple, on a un riche et un pauvre, il y a une mitzvah de prêter d'abord au pauvre. Prêter au voisin plutôt qu'à quelqu'un qui n'est pas voisin, prêter à un habitant de la ville, prêter à un proche. Et l'Agma nous dit à la fin, prêter à un juif plutôt qu'à un goy. Alors l'Agma nous dit, pshita, Amar Nachman et Rav Nachman, il vient, il nous apprend un chidouche. Même si prêter à un goy, ça sera avec du ribit, parce que comme on sait, on n'a pas le droit de prêter à un juif avec des intérêts, alors qu'un goy, on a le droit. Donc si j'ai deux possibilités, ou prêter à un goy en récupérant des intérêts, ou prêter à un juif sans intérêt, tu dois privilégier le juif, même si tu vas perdre les intérêts. Ça, c'est une première Gemara intéressante. Deuxième Gemara intéressante, c'est dans Avodah Zara Lamed, concernant la nevela, donc le morceau d'animal, le cadavre, donc qui est interdit à la consommation. La Torah nous dit, tu donneras ça à un guerre toshav, ou tu vends ça à un goy. Bon, alors on va pas rentrer dans le détail. Rabbi Meir nous dit que c'est pas obligatoirement, tu peux vendre un guerre toshav et donner à un goy. Pourquoi la Torah nous a exposé ça comme ça? Pour nous apprendre que si tu as les deux possibilités devant toi, soit donner à un guerre toshav, soit vendre à un goy, ne vends pas à un goy, mais donne-le au guerre toshav. Alors une fois, toi tu es intéressé par vendre pour gagner de l'argent, tu dis non, donne-le au guerre toshav. Donc on verrait qu'il y a une manière de privilégier même le guerre toshav, qui n'est pas entièrement juif, qui est simplement un habitant d'Israël ayant accepté sur lui les 7 mitzvot de Noachit, tu dois privilégier le fait de lui donner plutôt que vendre. Donc tu vas perdre de l'argent pour donner à un guerre toshav. Donc ces deux Gemarot font ressortir ce principe-là de privilégier celui qui est proche de toi, le juif, celui qui fait partie de ta famille, de ta patrie, etc. Alors, parmi les Acharonim, on trouve deux sources qui se sont appuyées sur ces Gemarot pour justement faire sortir au niveau halachique cette idée-là de privilégier, de faire passer le juif avant le goy, même s'il y a un écart de prix. On a tout d'abord le Rashbatz. Alors beaucoup ramènent le Rama, mais il faut savoir qu'il y a déjà le Rashbatz. Donc Rashbatz, on est quand même au XIVe siècle. On connaît le Rabbi Shimon ben Tzemach, qui était un géant de sa génération, déjà en Espagne, ensuite en Algérie. Vraiment le Rav de la communauté, le Dayan, le Rav Bedin. Et donc lui, il fait ressortir de ces segments-là, comme quoi il fallait privilégier le juif. Il hésite un petit peu sur quel écart de prix. Est-ce que Bichlal, s'il y a un écart de prix, peut-être ça change, mais il tend plus à dire qu'effectivement, il fallait privilégier, donner la priorité aux juifs. Celui qui va plus loin et qui parle de ça de manière avec beaucoup plus d'insistance, c'est le Rama. Alors c'est un Rama qui est connu dans ses shoots, dans ses responsables au Siman Yud, où on avait une choix très très intéressante. Il parle d'un cas de figure d'un juif qui avait publié une édition du Rambam, et que plus tard,
en fait, ce qui s'est passé, donc le juif a publié une édition vraiment avec des agaot, avec des corrections, avec des sources, etc. Et plus tard, il y a un goy, un juif, d'accord, c'est un business, il s'est dit qu'il va lui aussi publier une édition du Rambam qui était moins corrigée, moins exacte, etc. Mais beaucoup, beaucoup moins chère. D'accord, donc lui, il avait la possibilité d'imprimer ça de manière moins chère. Et donc, évidemment, les gens de la communauté sont quand même intéressés d'avoir le Rambam, mais si on peut payer moins cher, pourquoi pas. Donc le Rambam, il a un sac très très long et très intéressant où il développe 4 parties. Et dans une des parties, il traite de ce sujet exactement. Donc il dit, je ne rentre pas dans le fait que son édition, elle manquait de correction et d'exactitude. Et donc on rentre dans Al-Tishkon Bewalecha Obla, là, pendant que tu vois tout tête, il dit qu'il ne faut pas garder chez soi une œuvre, un livre avec des problèmes, de correction et des fautes, des erreurs. Donc même sans rentrer là-dedans, il dit il faut privilégier évidemment le juif, même si on a un écart assez conséquent, il faut à tout prix privilégier le juif, et c'est ce qui pour que son commerce marche et ne s'effondre pas, il faut tout faire, même si le goy, etc., il sera énervé, il faut tout faire pour privilégier le juif. Et donc là-bas, il s'appuie sur les deux bandes qu'on a citées, et il sort ça au niveau halachique. Pour lui, c'est quelque chose de... Tout le monde connaît le Rama, c'est quand même le pilier de la halacha dans le monde ashkénaze. Donc même si ça n'a pas été tranché dans le Shulchan Aruch ni dans le Rambam, mais on a quand même le Rashbatz et le Rama qui sont deux géants qui nous donnent cette point de vue halachique. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que c'est pas accepté par tous les Aharonim. D'accord, il y a pas mal de Aharonim qui ne sont pas du tout d'accord et qui nous disent que, par exemple, le Sefer Shalom Bayit. Alors il y a un Sefer du Rav Yitzhak Gumbiner. Rav Yitzhak Gumbiner, c'était le fils du Magen Avraham, Rav Avraham Gumbiner. Son fils, Rav Yitzhak Gumbiner, il a un shoot qui s'appelle Shalom Bayit, Siman Samervav. C'est une petite choix où il traite exactement de ce sujet. On a le Toafod Rehem, qui était Rav en Roumanie au 19e siècle, le Rav Toivich, quelque chose comme ça, celui qui a écrit le Carnet Rehem. On a également le Rikrelev, qui était un géant de Izmir, le Rav Raphaël Chazan au 17e siècle, le Mishpat Shalom, le Shvadron. Donc ces quatre-là, aussi le Shara Mishpat au début de Tzek Zayin, ils considèrent qu'il n'y a ça n'existe pas cette halakha de devoir privilégier quiconque par rapport à l'autre. À partir du moment où il y a un écart de prix, même minime, il n'y a aucune notion de privilégier qui que ce soit, même s'il est juif par rapport à un goy. Donc pour eux, c'est quelque chose, ça n'a pas été tranché dans la halakha, c'est pas par hasard. Les Gmarot qui ont été cités n'ont rien à voir, d'accord. Le cas d'Alva, déjà, on peut dire que Alva, c'est pas que je vais perdre quelque chose, c'est que je vais manquer à gagner. Donc dans ce cas-là, on te dit, ok, privilégie le juif. Mais à partir du moment où il y a une perte, on pourrait dire qu'on ne se pose pas la question. Mais plus que ça, certains de ces méfarchim disent que dans Alva, on est dans une mitzvah Alva. Quand on lit la Gemara dans Mamten Aïn Aleph en question, on parle de mitzvah de prêter, du fait de prêter. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une hiérarchie, il y a qui on va primer par rapport à l'autre. Donc, on nous dit que le juif, il passe avant le goy. Mais dans tout ce qui concerne le mekar, les transactions, le commerce, où on n'est pas dans un référentiel de mitzvah talva ou semblable, il n'y a aucune question. Comme quoi, si à partir du moment où je vais gagner de l'argent en achetant chez le goy, je ne dois pas faire passer le juif avant. Donc, déjà, il faut savoir qu'on dit que d'un côté, on a le Tashbetz et le Rama. De l'autre côté, on a quand même pas mal de Aharonim qui ne partagent pas cet avis. Mais si on s'appuie quand même sur le Rama et le Tashbetz, parce que finalement c'est un Torah de Kohanim, c'est un Midrash qui est sifté dans le Sifri. Alors je ne sais pas exactement comment il interprète tous ces autres Mefarshim, peut-être qu'ils vont dire qu'on parle qu'il n'y a aucun écart de prix. À ce moment-là, ça serait évident et donc on ne comprendrait pas le Chidouche. Donc on a quand même un Torah de Kohanim, un Rama et un Tashbetz. La question va être quel est l'écart de prix qui va être accepté pour nous permettre de privilégier d'aller acheter chez le goy plutôt que chez les juifs. Alors, on va donner 3 ou 4 points de vue. Premier point de vue, c'est le Sefer Megillat Esther. Megillat Esther, donc on est au 15 ou 16e siècle, qui était parmi les géants d'Italie et de Sfarad, le Rav Yitzhak Diléon. Megillat Esther, donc vous connaissez tous, celui qui a écrit son pirouche sur les Sefer Mitzvot du Rambam, sur les Shorashim. Donc sur le Shorel Shvav, il traite lui aussi de la question et il dit que même s'il y a un grand écart. Alors il fait tout un truc, il dit, à partir du moment où on a la première Gemara qui nous parle de la Nevela, pourquoi on a besoin de parler de la deuxième Gemara de Alva, c'est Kalva Chomer, c'est forcément pour nous apprendre que, pas seulement dans le contexte de Nevela où il y avait un écart très léger, mais même dans le contexte de Alva, on pourrait gagner beaucoup d'argent avec du Rivit, on doit privilégier le juif. Alors, c'est vrai que dans Nevela, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde Tosfot là-bas sur Avodazar Ahmed, il nous fait comprendre qu'il s'agit d'un cas où l'écart de prix est très très minime. L'écart de prix, là-bas, c'est ou donner gratuitement à un Gertoshav ou vendre à un goy.
Et Tosfot nous dit, mais je comprends. Tosfot pose la question, il s'arrête en nous disant, mais je comprends pas. Évidemment que si j'ai un objet à vendre, je ne dois pas me poser la question, peut-être que je dois le donner à un ger toshav. Moi, j'ai décidé de vendre, c'est mon business, j'ai besoin d'argent. Je vends, pourquoi je vais me poser la question, est-ce que le donner au ger toshav? Comment comprendre cette marée? Tosfot nous dit non. Évidemment que si c'est une vente conséquente qui va me rapporter de l'argent, etc., je ne dois pas me poser la question. Mais la nevela, alors il dit qu'on parle d'un contexte où il n'y avait pas beaucoup de goïs, mais donc moi, j'ai pas grand chose à gagner avec cette nevela, je vais la vendre, ça coûte pas grand chose, personne n'est prêt à acheter ça vraiment, sauf à un prix dérisoire, alors que le ger toshav, lui, il a tout à gagner de la recevoir. Donc c'est un jeu d'équilibre comme ça où moi je gagne pas grand chose, mais le ger toshav va gagner beaucoup. Donc dans ce cas-là, ça a été accepté que je dois privilégier le ger toshav. Évidemment, si on parle d'une perte, d'une grande perte, alors là, c'est pas écrit que je dois privilégier. Sauf que le Megillat Esther nous dit, oui, mais alors la Gemara d'Alva, elle sert à quoi? Elle sert à nous apprendre que même s'il y a une grande perte, évidemment, c'est un très grand prix-douche, puisque finalement, pourquoi la Gemara d'Alva, elle n'existe pas forcément en s'appuyant sur la première Gemara et de se demander à quoi elle sert, qu'elle va former, etc. Donc ça, c'est l'avis du Megillat Esther. Deuxième avis, c'est le Rav Moshe Feinstein. Il va nous dire que s'il y a un écart de prix minime, ça justifie de privilégier le juif. Par contre, si l'écart est plus les supérieurs, on pourra aller tranquillement acheter chez le goy. Le Rav Moshe Feinstein, il parle d'un cas vraiment, pour être bref, il parle d'un cas très intéressant où quelqu'un, Rav Moshe est dans Yoredea Gimel, Siman Tzadi Gimel, il nous parle de quelqu'un qui peut pas avoir de prêt, il peut pas obtenir de prêt à la banque, donc il se tourne vers son ami, il dit écoute, essaye de me sortir un prêt à la banque, parce que toi tu as cette possibilité, on parle d'une banque goy, et effectivement tu devras payer des ribiotes. Alors me faire payer à moi les ribiotes, j'ai pas le droit. D'accord, dans les bandes de médecine, c'est interdit, ça serait rivite. Donc là-bas, la question de Rav Moshe, c'est est-ce que celui qui me fait sortir le prêt pour moi peut payer les ribiotes de son maaser? Et sa conclusion, c'est ça dépend. Si c'est peu de ribiotes, alors il ne pourra pas faire payer du maaser. Si c'est beaucoup de ribiotes, il pourra faire. Et l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu es censé perdre un petit peu pour pouvoir m'accorder un prêt. C'est un peu notre sujet. C'est-à-dire que pour accomplir la mitzvah d'Alva, tu dois être prêt à perdre un petit peu. Donc si c'est dans ton devoir de perdre, tu ne peux pas payer ça du maaser. Mais au-delà d'un petit peu, c'est plus dans ton devoir, donc tu peux payer du maaser. En tout cas, on voit que le devoir de perdre pour privilégier un juif, pour prêter à un juif, pour acheter chez un juif, doit être minime. Et la troisième, alors on ne sait pas exactement c'est quoi minime. Troisième avis qu'on retrouve, alors le Rav Israeli dans son Sefer Chavad Binyamin Siman Travbet, sur l'Israéli, l'élève du Rav Kook, lui nous parle d'un sixième. Il y a une certaine logique, puisque finalement le Torah de Kohanim qui se base sur notre passouk dans notre paracha, on parle de Onaha, on sait tous que Onaha, c'est basé sur la valeur d'un sixième. Donc voilà, c'est plus ou moins trois avis sur le sujet. Au niveau de la halakha, c'est assez retenu. Si vous allez voir le Shuk Mitrat Yitzhak, Chelek Gimel, Siman Kouf Kaftet, et encore d'autres, c'est retenu que tant que l'écart n'est pas supérieur, n'est pas grand, on va dire un sixième, on a le devoir, ou en tout cas on doit faire l'effort de privilégier le juif par rapport au goy. Ça, c'est concernant le commerce. Il y a une autre question qui est liée à notre sujet, qui ne touche pas le commerce, mais ce qu'on appelle avoda ivrit, le travail hébreu, la main-d'œuvre. Je veux engager un employé pour la construction, etc. Donc, vous savez, dans le pays, en Israël, il y a souvent cette question est-ce que prendre des Arabes, des Juifs, on sait tous que c'est beaucoup moins cher en prenant des Arabes. Et donc, je dis oui, mais est-ce que je dois privilégier le Juif, mais je vais payer beaucoup plus cher. Alors, là, il y a un élément en plus qui s'ajoute, c'est ce qu'on appelle la tzedaka. Parce que dans la Torah, on considère le poël, l'ouvrier, l'employé, celui qui, au jour le jour, il gagne son pain et sa vie en travaillant, dans la peinture, etc. Il y a une notion de tzedaka dans le fait de l'engager, de l'employer, de le faire travailler. Et le Rambam, dans Matnotani Perek Yud, pareil dans Shulchan Aruch Yoredea Resh Mem Tet, nous dit qu'il y a 8 niveaux de tzedaka, et le 8e, peut-être le plus haut niveau, c'est justement de donner du boulot, d'employer des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est un niveau de tzedaka. Donc là, il y a quelque chose, il y a une logique en plus qui s'ajoute à tout ce qu'on a dit auparavant, c'est la notion de tzedaka. D'ailleurs, le Rambam dans la vote sur la Mishnah de Evu Aniyim Bnei Betra, que ta maison soit remplie de pauvres, et tu accueilles les pauvres dans ta maison. Alors même dit, on ne parle pas des pauvres, des asseoir à table pour manger. On parle de quand tu as besoin d'employés, d'ouvriers, de salariés. N'essaye pas de prendre des avadim ou etc. Prends des animes, prends des gens autour de toi qui sont dans le besoin et engage-les, emploie-les pour ton travail, pour faire le ménage, pour faire la peinture, etc. Et donc, pareil, le Chafetz Chaim de Rav Tressé nous dit qu'il y a une mise de Ve'echezak Tavo. Donc tout ce qui est main-d'œuvre, le travail comme ça, l'agriculture, etc. Donc il faudra privilégier le travail hébreu, la voda hébrite, et d'engager des juifs pour venir exercer tous ces travaux-là. C'est un sujet qui était très polémique il y a plus d'un siècle, alors que la communauté juive était en pleine implantation sur la terre d'Israël lors de la seconde Aliyah.
Et donc, il y avait un développement qui faisait qu'il fallait absolument créer des emplois. Créer des emplois, donc il y avait déjà ce besoin de trouver des emplois pour attirer toutes ces familles juives pour qu'elles aient de quoi manger et de retrouver une manière de subsister ici sur cette terre. Et en même temps, c'est une manière de freiner l'immigration arabe. Alors le problème, il y avait un grand problème, c'est que le travail arabe était nettement moins cher. Donc la question c'était comment on allait pousser les gens à engager des familles juives à travailler. Et alors pourquoi ça fait un sujet de polémique? Parce que ça ne s'est pas arrêté justement au fait d'influencer, de convaincre les gens de prendre des juifs, mais dans les mouvements sionistes donc, du travail, il y avait comme une recherche, presque une manière de forcer les gens carrément. Il y avait des manifestations, il y avait une violence, et on essayait de pousser, obliger donc les agriculteurs ou les propriétaires à engager de la main-d'œuvre juive justement pour faire en sorte de tirer ces juifs-là venir habiter sur cette terre et qu'il y ait des emplois pour faire une création d'emplois sur cette terre. Le problème, c'est que c'était devenu d'une violence animée par une idéologie très 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 sioniste, et donc ça avait ouvert comme ça une polémique où carrément il y avait une lettre de Rabbi Hanan Wasserman qui était sortie contre cette manière de forcer les gens. Le Chazon Ish aussi s'était prononcé un petit peu de la même manière, où le Rabbi Hanan Wasserman, il a une lettre connue où il dit tout d'abord, il y a au niveau halakha, on ne peut pas, même si c'est vrai qu'il y a une raison de privilégier les gens, tout d'abord c'est uniquement si on ne parle pas d'une grande perte, mais plus que cela, on ne force pas les gens. Il n'y a que le Beddin qui a ce pouvoir de pression, de kofin à l'idée Beddin. On n'a pas le droit, il est complètement interdit de forcer les gens. À partir du moment où on va essayer de forcer, c'est que c'est plus soumis à la halakha, mais c'est complètement aligné par une idéologie folle, plus ou moins laïque, sans parler que d'un côté, il y avait une certaine forme de contradiction. D'un côté, on veut absolument engager des juifs, de l'autre côté, on profane, on piétine un peu sur le Shabbat et sur les lois de la Torah. Donc, il avait rédigé une lettre qui était assez forte et assez, d'ailleurs, qui est très connue, et Chazon Ish qui a repris les mêmes propos. Et donc, c'était un sujet qui avait fait l'objet d'une grosse controverse à l'époque. Plus que ça, alors Hanan Wasserman, un de ses arguments, c'était que même s'il faut privilégier le juif, on parle d'un juif qui est shomer Torah Mitzvot, puisque on apprend ça de Amitecha, Am Shitra, Batorah Mitzvot. Donc, ouais, c'est vrai que le Khatam Sofer dit aussi que si on doit privilégier celui qui est dans la Torah ou les Mitzvot plutôt que celui qui n'est pas dans la Torah ou les Mitzvot, mais là, le Hanan Wasserman a été encore plus loin. Il a été dire que celui qui n'est pas dans la Torah ou les Mitzvot n'a rien de plus que le goy par rapport à cet halakha. Donc, voilà, si on veut conclure, donc on a vu aujourd'hui, dans le cadre de ce cours-là, deux sujets. Déjà, le commerce, est-ce qu'on doit privilégier les commerçants juifs plutôt que goy? Et là, on a dit que, a priori, s'il y a un écart qui ne dépasse pas plus qu'un sixième, c'est important, même s'il y a des Acharonim qui veulent dire que ce n'est pas encore obligé, mais il y aurait un inyan et une mitzvah de privilégier le juif. Par rapport aux travaux manuels, travaux agriculture, etc., employés, salariés, là, il y aurait une mitzvah en plus de tzedaka. Alors, il faut quand même avoir clair, c'est que déjà on a ce que Rabbi Hanan Wasserman nous dit, à partir du moment où il n'est pas dans la Torah et les Mitzvot, c'est plus exactement la même chose. Et plus que ça, si le juif, il est ménatsel, il exploite un petit peu. Parce qu'au début de la création d'État, évidemment, on était dans un contexte où c'était très difficile de trouver des emplois, la vie était très difficile. D'ailleurs, le Rabbi Tzion Uziel, dans sa tchouva, qui était le premier Rishon LeZion à l'époque de la création d'État, lui dit que même si ça arrivera 2 fois plus, et à partir du moment où on ne fixe pas le prix en fonction des relations de l'offre et de demande, mais on essaie de considérer combien un juif a besoin d'argent pour vivre, et si ça répond à cette considération-là, même si on est sur le double de ce qu'un arabe aurait pris. Donc il y avait comme un environnement, une atmosphère où c'est difficile de vivre, mais aujourd'hui c'est plus tellement le cas. Quand je prends des ouvriers pour faire des chantiers, etc., c'est des câblaniers qui gagnent très bien leur vie. Donc on n'est plus dans un contexte de faire en sorte que la personne va pouvoir tenir ici sur terre. C'est parfois des juifs qui peuvent exagérer, exploiter un petit peu sous prétexte que c'est de la main d'œuvre hébreu et juif, on peut prendre 2 ou 3 fois le prix. Et là, il ne faut pas tomber dans le panneau. Au contraire, le fait de ne pas acheter chez eux, parfois, ça les oblige un peu à rééquilibrer leur prix. Donc, pour conclure, il faut être intelligent et vigilant. C'est-à-dire que d'un côté, il faut privilégier le juif, mais il faut faire ça d'une manière cohérente et pas pousser les gens à faire un peu ce qu'ils veulent avec leur prix. Ah, d'accord.